Dans ce cours, nous allons voir la méthode de conception orientée objet UML, qui est présentée par moi-même, Benani Mohamed Tej, professeur de la faculté des sciences Dar el-Mharraj de Fès. Le cours est divisé par le sommaire suivant. Une introduction générale sur la conception et les objectifs de la conception. Une deuxième section qui porte sur le génie logiciel, qui présente une présentation, les objectifs du génie logiciel, les étapes de la réalisation d'un logiciel, ainsi que d'autres méthodes de développement logiciel. Une troisième section qui est l'introduction à l'UML, les diagrammes de l'UML, bien sûr, la partie structurelle et la partie comportementale, la notion d'objet, les cas d'utilisation et les diagrammes de classe, ainsi que le diagramme de séquence. Dans un contexte général, le développement de logiciels repose sur différents problèmes complexes. Alors, pour faire face à ces différents problèmes, on fait appel à ce qu'on appelle la modélisation informatique. Aussi, vu les nouvelles technologies qui existent actuellement, bien sûr, ces technologies sont de plus en plus rapides, de plus en plus sophistiquées. Alors ici, il y a besoin de gains économiques, on doit avoir beaucoup d'innovation, etc. Alors, on a besoin de la conception pour développer de nouvelles solutions plus rapidement. Aussi, l'Internet est un vecteur très important qui va vers le sens où actuellement tout est en ligne, tout est en temps réel. C'est-à-dire, il y a plusieurs langages comme le Java, C++, C Sharp, ou bien d'autres langages comme Python, ou bien euh, parmi d'autres. Donc, ces langages, tout simplement, sont des langages qui nous permettent de faire des applications capables de, de réaliser beaucoup d'actions en temps réel avec une grande sophistication. Bien sûr, UML a été proposé pour formaliser avec les besoins du client. C'est-à-dire, s'ils veulent créer un logiciel ou bien un programme pour résoudre un problème, normalement, on utilise l'UML pour formaliser ses besoins. Aussi, cette méthode est proposée comme moyen de communication entre le modélisateur, l'informaticien et le client, indépendamment de la discipline, parce qu'un informaticien n'est pas censé tout savoir, mais tout simplement il est censé comprendre le système dans lequel il va développer. Aussi, l'UML apporte tout naturellement le support méthodologique qui manquait à tous les concepteurs, bien sûr qui voulaient formaliser l'analyse, la conception, la conception technique de leur logiciel, c'est-à-dire on commence depuis le début, c'est-à-dire l'analyse, vers la conception, jusqu'au développement, et aller même jusqu'aux bases de données. Bien sûr, depuis 30 ans, la conception de la base de données est réalisée à l'aide des modèles entité-association, en l'occurrence Meurize. Ce modèle a fait ses preuves et la plupart des outils informatiques de conception l'utilisent encore. Bien sûr, la notion d'UML s'est imposée depuis quelques années pour la modélisation et le développement. Bien sûr, ici, la nouvelle tendance, c'est la programmation orientée objet. Alors, on utilise la méthode de conception orientée objet qui est l'UML, qui correspond au langage comme C++, Java, Python, etc. Et bien sûr, initialement, UML n'a pas été conçu pour les bases de données. Cependant, elle offre un même formalisme aux concepteurs d'objets métiers et aux concepteurs de bases de données. C'est-à-dire que grâce à l'UML, on peut faire des applications, on peut faire la conception et on peut même faire la réalisation des bases de données. L'UML s'est imposé en tant que langage graphique de modélisation parce qu'il répond à un véritable besoin, bien sûr. Véritable besoin aussi. En fait, c'est un standard. C'est-à-dire il est normalisé de telle sorte à ce qu'il soit uniforme
et qu'ils répondent à différentes situations. L'UML hérite principalement de plusieurs techniques, comme OMT, comme OOS, comme d'autres. Bien sûr, l'UML, c'est la fusion de différentes méthodes de conception pour former ce qu'on appelle la méthode de conception UML. Bien sûr, si on regarde l'historique de l'UML, on trouve différentes méthodes. Bien sûr, Bush, OMT, OOS, etc. Bien sûr, ils se sont unifiés de telle sorte à ce que en 1997, on a eu la première version du UML 1.0. Bien sûr, on est arrivé jusqu'aujourd'hui à l'UML 2.0, jusqu'à actuellement 2.5. Et entre chaque période, il y a une sorte de modification de l'UML. Ok, maintenant on va voir la section numéro 2, c'est-à-dire le génie logiciel. Donc, si on prend la définition, un logiciel, c'est un ensemble d'appels de sous-programmes, c'est-à-dire qu'un programme est un ensemble de sous-programmes. Si on prend l'exemple de Windows, c'est un ensemble d'applications qui composent le Windows, ainsi de suite. Et le génie logiciel, c'est un ensemble de méthodes techniques et d'outils dédiés à la conception, au développement et à la maintenance des systèmes informatiques. Avoir des procédures systématiques pour créer des logiciels, entre parenthèses, si on veut faire un bon logiciel, on doit respecter certaines règles qui sont faites par le CQFD. Bien sûr, le C représente le coût, c'est-à-dire le coût alloué à la réalisation soit respecté, c'est-à-dire que les frais ou bien le montant d'argent qui va être nécessité pour réaliser le logiciel. Bien sûr, le Q représente la qualité, qu'il doit respecter les qualités. Bien sûr, il y a différents types de qualité. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la validité. Bien sûr, c'est la capacité à exécuter les tâches pour lesquelles il a été créé. Il y a la fiabilité, c'est la capacité de fournir les résultats attendus. Bien sûr, ici, c'est la notion d'exactitude. Il y a aussi la notion d'extensibilité, c'est la capacité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ça veut dire le logiciel peut être extensible pour avoir plusieurs modules. Il y a aussi ce qu'on appelle la notion de compatibilité. C'est la capacité de coopérer avec d'autres logiciels. Il y a la notion d'efficacité. C'est la capacité de fournir de bons résultats dans les délais prévus. Tout simplement, il n'y a pas de latence. Le logiciel doit fonctionner normalement. Il y a aussi la notion de portabilité. Tout simplement, il doit être supporté par différents types de systèmes d'exploitation. Le F tient pour la fonctionnalité, qui est la spécification qui doit correspondre aux besoins réels du client. Et bien sûr, il y a le délai. Bien sûr, le délai, c'est le délai de réalisation de projet qui ne doit pas être dépassé. Concernant la réalisation d'un logiciel, il y a plusieurs phases. On trouve la phase d'analyse, la phase de conception, la phase de réalisation, la phase de mise en place, la phase d'exploitation et maintenance et la phase de démontage. Dans la phase d'analyse, on effectue l'étude de faisabilité. Bien sûr, on va déterminer les avantages et les inconvénients de notre projet. Aussi, il va aider les décideurs bien sûr, à valider les orientations du projet et aussi chiffrer l'effort en termes d'argent, coût de réalisation, gestion du délai, le temps de formation des utilisateurs, parce que normalement un logiciel qui est réalisé pour une entreprise ou bien un organisme doit être utilisé par un certain nombre de personnels, donc on doit les entraîner. Il y a la notion de coût d'achat, il y a la récupération, et bien sûr, et le plus important, c'est la récupération des anciennes données. C'est-à-dire, si on utilise un ancien système, la plupart du temps, on a besoin de transférer ces anciens systèmes vers le nouveau système. Bien sûr, pour pouvoir profiter des anciennes données et assurer la continuité des données.
Aussi, le cahier de charge, c'est une phase importante qui permet de faire l'étude de l'existence des logiciels, parce que des fois, on n'a pas besoin de créer un nouveau logiciel. Des fois, il y a des logiciels qui peuvent répondre facilement à nos besoins. C'est un guide qui permet de définir les logiciels dans ses grandes lignes. Bien sûr, on ne parle pas ici côté technique, tout simplement, on va déterminer les fonctionnalités. Indique ce qui doit être fait, mais sans vraiment dire comment. Permet au concepteur de valider chaque étape de la réalisation du logiciel et indiquer les spécifications du projet. La phase de conception, quant à elle, c'est la phase la plus importante. Elle définit l'architecture du logiciel, son squelette et son développement. Bien sûr, il y a deux types d'architecture, globale et l'architecture détaillée. Tout simplement, l'architecture globale consiste à faire une représentation globale du logiciel. C'est-à-dire, on va le décrire de manière générale. L'architecture détaillée, décrire les composants du logiciel et le lien entre les différents composants du logiciel. Tout simplement ça. Et bien sûr, l'architecture d'un logiciel concerne deux aspects, l'aspect statique et l'aspect dynamique. Bien sûr, l'aspect statique, tout simplement, on va voir les données fixes, on va dire les données qui sont fixes. Par exemple, si on prend la gestion des employés, on va voir le nombre d'employés ou bien les noms des employés. Ce sont des informations statiques. Mais l'aspect dynamique, c'est le comportement ce sont des données qui varient dans le temps. Et bien sûr, chaque composant va évoluer en fonction du temps. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de personnes comme les créneaux pour des employés ou bien les salaires ou bien des trucs de ce genre. Donc, dans tout ça, ce sont des informations dynamiques parce que pas tout le monde qui va avoir le même salaire. La phase de réalisation, elle est faite quand la phase de conception est terminée et validée. La phase de réalisation, bien sûr, doit être effective. Bien sûr, il s'agit de transformer le schéma du logiciel vers un produit exécutable. Cette phase consiste à conduire un logiciel. Aussi, la phase de réalisation consiste à décrire toutes les spécifications, bien sûr non fonctionnelles et non fonctionnelles. Fonctionnel veut dire ce qui doit, bien sûr, on va faire ce que doit faire le logiciel, c'est-à-dire les sous-programmes et les traitements. Non fonctionnel, c'est-à-dire on va voir les contraintes d'environnement, performance, etc. La conception consiste à apporter une réponse à l'étape, bien sûr, précédente. Bien sûr, l'architecture, bien sûr, on va voir ici les modules, les objets, les classes, etc. Bien sûr, et le matériel sera le matériel qui sera utilisé pour implémenter le logiciel. Ça peut être des serveurs, ça peut être des routeurs, ça peut être différents types de matériaux. Et bien sûr, il y a l'implémentation, c'est le codage qui consiste à coder les données. La phase de réalisation, c'est la phase qui sert à vérifier chaque module. Bien sûr, le module va passer par un test de module, puis on va comparer les résultats. Bien sûr, il faut garder la trace des résultats qu'on a obtenus. La phase de mise en place, bien sûr, c'est la phase la plus importante parce que maintenant, on va mettre le logiciel dans son environnement. Il faut mettre en œuvre un logiciel, c'est-à-dire on va le déployer. On va installer le logiciel dans l'environnement. Bien sûr, avant d'installer le logiciel, il faut prévoir que le matériel qui est nécessaire est déjà installé. Le déploiement d'un logiciel exige la préparation de son environnement de production. Interconnecter tous les systèmes et processus devant communiquer avec le logiciel, bien sûr. Et transférer les données et conversion dans un nouveau format. Bien sûr, si on a des données qui sont anciennes pour une certaine période, alors on doit les transférer vers le nouveau format pour pouvoir les utiliser dans le nouveau logiciel. Une fois le logiciel est mis en place, son exploitation devient fondamentale. Cette phase résume deux tâches qui doivent être réalisées, bien sûr. Pour commencer l'exploitation du logiciel, on fait le paramétrage du logiciel, l'insertion des données, etc. Ensuite, faire le traitement des données. Bien sûr, on teste les données pour détecter les erreurs. Bien sûr, s'il y a des bugs, etc. Et il y a la phase de maintenance. Cette phase, il faut passer, bien sûr, il faut la corriger, bien sûr. Il faut corriger l'exercice. Il faut corriger le logiciel. Et la maintenance doit se tenir régulièrement. Il existe trois types de maintenance. Corrective. Donc,
cette maintenance, elle consiste à corriger les erreurs qui surviennent lors de l'exécution. Aussi adaptative, qui consiste à adapter le logiciel à un besoin ou à un environnement. Et bien sûr, perfective, le logiciel satisfaisant toutes les exigences de cahier de charge, il est nécessaire de penser à son évolution. Il s'agit de le rendre plus performant. Bien sûr, la mise en place d'un système de traçage de bugs. La phase de démontage, quant à elle, sert à éliminer le logiciel quand on arrive à son cycle, à la fin de son cycle, c'est-à-dire qu'il n'est plus utilisable, qu'il ne sert plus à rien. Bien sûr, le logiciel est qualifié de révolu lorsqu'il ne satisfait pas les besoins des utilisateurs. Il est dépassé par la technologie, et bien sûr, le client n'a plus besoin du logiciel. Bien sûr, le démontage du logiciel est assimilé comme la fin du vide logiciel. Il faut donc le supprimer. Et bien sûr, on peut garder les données, on peut supprimer les données si on n'a pas besoin, mais on peut aussi garder les données pour un nouvel logiciel, si on veut installer un nouveau système. En fait, et maintenant, concernant la réalisation d'un projet, il y a différents modèles, bien sûr. On trouve premièrement le modèle en cascade qui se base sur le système de va-et-vient, c'est-à-dire on peut aller vers un système, par exemple, étude préalable, et aller vers spécification. Mais aussi, on peut faire un chemin de retour. Il y a certains projets qui nécessitent cette partie-là. Mais la plupart du temps, on ne doit pas retourner, par exemple, si on arrive à la phase de codage, et on va vers l'intégration, la validation, etc., on ne va pas retourner à la phase de conception générale parce que là, ça va poser un problème en termes de temps et en termes de gestion. Mais en général, c'est une technique qui peut servir dans certains types de projets. Maintenant, le modèle en V. Bien sûr, le modèle en V, tout simplement, se base sur l'étude préalable de chaque étape. Donc, premièrement, on fait l'étude préalable, puis on fait la spécification. Lorsqu'on termine la spécification, on va vers la conception générale, puis on va vers la conception détaillée, puis on va vers le codage. Maintenant, après, lorsqu'on termine le codage, on va vers les tests unitaires pour tester les différents modules, pour tester le logiciel. Après, on fait le test d'intégration, la validation et bien sûr l'exploitation.